Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier podcast. Il y en aura sûrement plusieurs où on va principalement parler des doutes qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit sur le pro, le perso, les choses qu'on traverse. Et aujourd'hui, on va plus être axé sur la vie professionnelle. Pour vous dire, il y a 3 jours, j'étais sur ChatGPT et je lui écrivais que je savais pas quoi faire de ma vie. Et sauf que quand je cherche du contenu pour me rassurer, trouver des idées ou autre, en fait, je tombe que sur des personnes qui essaient de nous rassurer en mode ça va aller, tu vas trouver ta voie, etc. Moi, je m'en fous de savoir ça en fait. J'ai besoin d'avoir des témoignages, j'ai besoin de connaître la vie des autres pour me dire ah ok, bon bah ça va, ou alors je suis pas toute seule dans cette situation, ou simplement pour me donner des idées de, je sais pas, de carrière ou de mode de vie ou autre. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait faire une vidéo où nous, on vous parle de notre vie pro, du début, limite en commençant par nos études jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Sachant que moi je m'appelle Maëlle, j'ai 23 ans. Et Et en moi, face de c'est moi, Maxime, 28 ans. je pense qu'à un moment donné, on va parler de la différence entre avoir un objectif en tête et ne pas le lâcher et aller à fond quitte à s'épuiser. Ce que j'ai fait pendant un temps, mais que je ne fais plus. Et, alors que Maxime, lui, il a toujours été là-dedans en réalité depuis des années. Et du coup, il y a ce truc soit tu fonces et tu lâches pas, soit t'es plus en mode smooth et à lâcher prise et juste attendre que des opportunités se présentent à toi pour les saisir. C'est vraiment deux visions différentes. Moi j'ai eu les deux, toi t'es plus sur une. Je vais commencer par mon récit depuis le lycée. Alors je suis pas sûre que ce soit utile de le savoir, mais j'ai fait un bac ES. Euh, Très utile. C'était sympa, ça m'a Ouais. plu. Et en fait, depuis toute petite, je savais que je voulais devenir sage-femme. C'est un truc, je sais même pas à quel âge ça m'est venu, mais ça m'est venu super tôt. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que pour être sage-femme, il fallait une année de médecine. J'étais pas très douée en maths, honnêtement. Je savais que c'était pas faisable. Et du coup, je me suis orientée vers des études une école d'infirmière. Honnêtement, dès le premier jour, j'ai su que c'était pas pour moi. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 18 ans. On a 18 ans quand on sort du bac. Ouais. Je vivais encore chez mes parents et mon père m'a obligée à y aller en mode c'est mort, tu quittes pas tes études uniquement parce que t'as pris peur, entre guillemets. Et du coup, j'y suis restée quelques mois jusqu'à ce que je pète un câble et qu'ils comprennent que c'était vraiment pas fait pour moi. Donc ensuite, le Covid est arrivé, donc au final, j'ai rien fait le reste de l'année. Je suis partie sur un... À l'époque, c'était un DUT technique de commercialisation. J'ai adoré. Honnêtement, c'était incroyable. On apprenait beaucoup de choses. Il y avait un rythme assez soutenu, surtout que moi, ma deuxième année... C'était la deuxième année, ouais. Ouais, ma deuxième année, je l'ai faite en alternance. Alternance... Est-ce que je peux dire où est-ce que je l'ai fait? Ça s'est très mal passé. Ok. Bon, clairement, je m'en fous, je veux le dire, je l'ai faite au don du sang, ok? Et c'était horrible. Genre, j'ai fini en arrêt pendant un mois pour harcèlement moral, j'en pouvais plus, on m'a mise au placard, on m'a traité comme pas possible, enfin, horrible. Et en soi, toutes les personnes avec qui je travaillais étaient adorables, sauf ma tutrice. Et du coup, c'était un peu ma première vraie expérience dans le monde du travail. Et personne t'a vraiment aidé durant cette période. Non, clairement, parce qu'en fait, Que ce soit l'école, que ce soit... mais personne. Genre, du coup, je prends quelques minutes pour en parler. Désolée, je suis en train de tomber malade. En gros, je vais commencer à me faire harceler moralement par ma tutrice. De par sa manière de parler, du fait qu'elle me mette au placard, qu'elle parle derrière mon dos avec mes collègues, qu'elle dit du mal de moi. Enfin, honnêtement, beaucoup, beaucoup de choses. Du manque de respect, tout ce que vous pouvez imaginer, c'était horrible. J'allais au travail avec la boule au ventre, je tremblais, j'avais envie de vomir en continu, j'avais pas faim. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans le mal.
Et en fait, moi, du coup, j'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé à mon école, c'est le CFA qui s'occupe de ça. Ouais, je crois que c'est Je sais ça. pas. Au CFA, j'ai fini par même en parler à la directrice de l'EFS où j'étais à l'époque. Et en fait, il ne s'est rien passé. Genre, à l'école, la seule chose qu'on m'a dite au DUT, c'est ah, mais si là tu démissionnes et que tu quittes ton alternance, bah va falloir que tu redoubles ton année. Alors qu'en fait, c'était. Genre, j'ai commencé à être harcelée, je sais pas, au mois de. Avril-mai. Et donc, c'est la fin de l'année. Enfin, en gros, il reste que les derniers examens et c'est tout. Et en gros, c'était le truc de si tu quittes ton alternance parce que tu te fais harceler, tu vas devoir redoubler ton année. Et à aucun moment, on a pris mon parti, à aucun moment, on a essayé d'être en contact ou autre avec, enfin, l'entreprise, c'est pas une entreprise, mais on va dire l'asso. Et en gros, au bout d'un moment, ce sont mes proches qui ont pris le relais en me disant ok Maëlle, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Et donc, c'est mon père à l'époque qui m'a emmené voir le médecin parce que moi j'étais en mode non, c'est bon, je vais survivre, il est hors des questions que je me mette en arrêt pour cette ordure, pour être poli. Et au final, le médecin m'a mis en arrêt 1 mois et il m'a dit si vous n'arrivez pas à trouver une solution pour partir de l'entreprise, vous revenez, je vous refais un arrêt jusqu'à la fin de l'année. Et c'est là que j'ai compris en fait, de voir un médecin réagir comme ça, que ouais, c'était un peu plus grave que ce que je me disais dans la tête. Et le jour où je suis allée voir le médecin, j'ai envoyé du coup mon arrêt de travail à mon école, à mon entreprise et ainsi de suite. Dans les 30 minutes qui ont suivi, j'ai eu mon école qui m'a appelé, le CFA, ma prof tutrice, la RH de l'EFS, enfin l'une des RH de l'EFS, plus certaines de mes collègues, en mode ah mais on savait pas, ok bon bah du coup si tu t'es mis en arrêt c'est que c'était la bonne chose à faire et tout. Et en fait à l'époque moi j'essayais d'avoir comme je pouvais pas démissionner, j'essayais d'avoir une rupture conventionnelle. Et quand je l'ai demandé, ma tutrice m'a clairement dit il est hors de question que je te la donne. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Petit risque qui te harcèle. Ouais, mais elle m'avait fait comprendre que juste pour me faire payer ou juste pour vraiment me harceler jusqu'au bout, en fait, il était hors de question pour elle de me laisser la rupture conventionnelle. Ça lui apportait rien du tout. Ouais, honnêtement, ça lui changeait rien de me donner ça. Mais juste parce qu'elle voulait me faire du mal, entre guillemets, bah du coup, elle me l'a pas donné. Mais c'est aussi le truc de personne n'a considéré Ma situation ta ou quoi situation que ce soit, sérieusement. jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt. Et en fait, tout le monde a eu peur que ça se divulgue et qu'il y ait des ampleurs plus importantes. Parce que là, on parle quand même de harcèlement moral au travail. Déjà, par rapport à l'école, ça veut dire que l'école protège pas ses alternants, clairement. Ouais. Pareil pour le CFA. Mais aussi, je sais pas, c'est le don du sang. C'est quand même le truc où... alors, je veux pas leur casser du sucre sur le dos. Mais parce qu'en fait, c'est une seule personne dans l'organisme qui m'a fait du mal. Qu'une seule personne, mais... Mais en fait, les autres m'ont pas forcément soutenu. Exactement. Honnêtement, il y en avait que une ou deux qui étaient en mode, ok, bah ouais, ça m'étonne pas de cette personne-là, ouais, et je te soutiens, mais ouais. je peux pas faire grand-chose à mon échelle, quoi. Ah, c'est ça. Mais ça montre à quel point le monde du salariat, c'est de la merde. Et c'est gangréné par plein de choses. Si, parce que t'as un cas dans une grosse boîte, association comme tu veux, de harcèlement d'une petite jeune qui arrive, c'est sa première année, etc., elle découvre le monde du travail, et il lui arrive ça, et les gens le voient, mais disent qu'ils peuvent rien faire, et ton école, tu lui dis, mais l'école ne fait rien, jusqu'à ce que tu aies l'arrêt de travail, mais la réalité, c'est que ça les fait réagir, comme tu as dit, parce qu'ils ont peur pour leurs propres intérêts. Ouais. Donc c'est pas une question de « Oh, on a une alternante qui est en train de se faire détruire mentalement », et ça peut l'impacter longtemps, c'est vraiment, elle vient de mettre en arrêt de travail, ça peut avoir des répercussions sur nous, sur l'image de l'école, sur plein de choses, etc. Là, on va prendre des nouvelles, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et chacun défend ses propres intérêts. Dès que tout le monde m'a appelé le jour où j'ai eu mon arrêt et que je l'ai envoyé, parce que je l'ai envoyé dans l'heure qui suivait à tout le monde, du coup tout le monde m'a appelé, et dans les jours qui venaient,
j'ai eu ma rupture conventionnelle de signer. Donc uniquement, MDR. mais vraiment, uniquement MDR. parce qu'ils ont eu peur, Ouais. instant ils sont allés dans mon sens, ils m'ont donné la rupture conventionnelle en mode oui non mais c'est normal, c'est pas possible que tu continues dans ces conditions-là. Nanana. La meuf là aujourd'hui, je l'ai su il y a une semaine, même pas, Ouais. non il y a quelques jours, elle travaille toujours là-bas, elle prend toujours des alternants. Alors honnêtement, je sais pas du tout comment ça se passe avec ses autres alternants parce que j'étais sa première, mais bah bon courage, honnêtement, waouh quoi. Enfin bref, après le FS, du coup, j'ai fini mon DUT technique de commercialisation. Je suis allée en bachelor, marketing, commerce, expérience client. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, ça n'existe même plus. Et là, par contre, j'ai été dans un centre de bien-être euh, où ça s'est super bien passé. J'ai adoré l'expérience, je m'occupais de la communication, de la relation client, même enfin, du centre en règle générale. Et c'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde du community management et du content management. Et à la suite de cette alternance, c'était 1 an, j'ai décidé d'arrêter les études parce que je voyais pas l'intérêt de continuer. Enfin, faire des études pour faire des études, c'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, je me suis lancée à mon compte en tant que content manager dans le domaine du bien-être. Comme il fallait payer les factures, je suis allée travailler au McDo. Et en gros, je faisais le McDo. Et en plus, je créais mon entreprise. J'ai fait ça pendant 1 an. Ouais. Mais c'est l'avantage du McDo parce que un McDo, c'est un travail à mi-temps. Ouais, Ils ne proposent pas de contrat de 35 heures, sauf si tu es manager. C'est du mi-temps. ouais. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le plus de temps disponible à côté pour... T'aies suffisamment d'argent pour payer ton loyer, ce que tu veux faire, etc. Et tu puisses avoir du temps pour développer ton activité à Ah bah côté, quoi. oui, puis en plus, comme c'est de la restauration, la plupart du temps, tu travailles le midi, le soir. Mais ça veut dire que le matin et l'après-midi, tu peux travailler sur ton projet. Et c'est un peu comme si tu pouvais travailler sur ton projet en même temps que les personnes qui travaillent dans des bureaux, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, ton job salariat, ton job c'est vrai, salarié, ouais. tu le fais sur le temps du midi, enfin sur le temps des repas où tout le monde mange. Donc il y a des moments où je faisais des semaines assez chargées quand même. Ça m'arrivait de faire des 40 heures. Et honnêtement, ça commençait vraiment à prendre forme et tout. Je commençais à avoir des devis, des demandes de rendez-vous, etc. Sauf que j'écoutais pas mon corps, enfin j'écoutais pas ma tête, qui me disait qu'il fallait que je ralentisse parce que mes semaines étaient trop chargées. J'arrêtais pas, j'étais à fond dans le truc. Et du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, mais au point où il y a un moment donné où il y a un infirmier qui devait venir pendant une semaine pour m'injecter 2 grammes d'antibiotiques par jour en Ouais. seringue, quoi, enfin en piqûre. Et donc j'ai continué comme ça. Nous, on s'est mis ensemble à cette période-là, parce qu'on s'est rencontrés. Il Non, y a eu quand mais même, ouais, mais il y a eu c'était plusieurs mois avant, mais ouais, oui, mais c'est... là, genre en condensé, on s'est mis à Ouais. ce moment-là ensemble. Puis vient l'été, où je pars en vacances et je me dis, ok, cette fois, Maëlle, tu pars en vacances, comment tu bosses pas du tout, tu prends pas ton ordi, tu prends rien, vraiment, tu y vas en mode vacances. Et en fait, c'est comme si le fait de relâcher la pression, mon corps. En fait, j'avais plus d'énergie. C'est comme s'il essayait de. Genre, il avait tenu pendant 1 an, il s'était donné du mal pour tenir pendant 1 an, sachant que j'ai pas arrêté d'être malade pendant cette année-là, hein. Honnêtement, je suis jamais malade et bah, en fait, j'ai jamais été autant en une seule fois que quand j'ai fait mon entreprise plus un job salarié à côté. Euh, et, euh, et ouais, du coup, en fait, quand je suis rentrée de vacances, j'avais plus d'énergie, plus rien pour continuer mon entreprise, j'étais vide. Parce que c'est comme si mon corps était en mode ok, tu m'as pas laissé souffler pendant 1 an, là tu t'es laissé prendre une petite pause de 1 ou 2 semaines, c'est bon, c'est le moment que j'ai choisi pour te faire comprendre que là stop, je peux plus quoi. Et ouais, ça m'a mis mal, hein. Et à partir de là, je me suis dit ok, je peux plus continuer comme ça, je fais une pause. À la base, c'était juste une pause, mais j'ai totalement arrêté. Euh,
le McDo, ça me saoule, j'en ai marre. Euh, je veux aller dans un job où ça se passe, où ça m'intéresse plus. Et du coup, je suis devenue barista dans un Starbucks à Lille. Et, euh, et voilà, en gros. Ouais. J'ai arrêté mon entreprise. En très grand accéléré, c'est ça. Ouais, très grand accéléré, voilà. Du coup, je suis arrivée en tant que barista au Starbucks. J'ai adoré l'expérience, c'était génial. J'avais même pas fini ma période d'essai que on m'a proposé de passer manageuse. Sauf que nous, à ce moment-là, on avait décidé de déménager Ouais. parce qu'on voulait, enfin bref, habiter ensemble, etc. Et Il se sur l'île, rapprochait d'une de nos familles. ouais, se rapprocher d'une de nos familles. Sur l'île, ça coûte une blinde. Enfin bref, c'était compliqué. Et du coup, on avait décidé Ça de, coûte une blinde sur l'île pour pas d'avantage. ouais, En pour pas fait, le grand-chose. seul intérêt que tu as de rester à Lille, c'est si tu bouges beaucoup dans les grosses villes type Londres, Bruxelles, Paris, etc. Ouais, Ou si tu bosses dans une des grosses boîtes autour, ouais, style... parce que t'as plein de sièges voilà, à tu as Lille. plein de sièges. Mais si tu bosses pas dans l'une de ces boîtes, tu fais juste un travail à mi-temps pour te permettre de lancer ta boîte, euh, t'as aucun intérêt à rester ici parce que tu es juste en train de faire des petits boulots qui te permettent pas de payer ton loyer. Enfin, Bah, pas convenablement, quoi. exactement. Oui, c'est sûr que, en fait, nous, on voulait une vie un peu plus calme, un cadre de vie un peu plus calme, et on s'était dit, Plus ok, quali. bah, ouais, plus qualitatif. Et du coup, on a décidé de revenir en Normandie, proche de ma famille, parce que la mienne est condensée, alors que la tienne, elle est un peu éparpillée partout. Ouais, la mienne est un peu éparpillée. Ouais. Et du coup, donc on est arrivé en novembre 2024 Ouais, ici. passe vite. Ouais, et j'ai retrouvé un job de barista dans un Starbucks en Normandie. Et honnêtement, j'aime beaucoup mon travail, c'est très tranquille. Et j'espère pouvoir monter manageuse ici, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Mais j'en suis là, quoi. En gros, là, actuellement, je suis barista à temps partiel parce que ils veulent pas, ils font pas de contrat plus gros, ils veulent pas. Et j'attends juste d'avoir une opportunité pour monter manageuse. Et voilà, quoi. Et est-ce que toi, tu parles un petit peu de ton truc et après on en discute ensemble? Ouais, si tu veux. Donc pour moi, du coup, bah, c'est au départ, moi je suis 5 ans plus vieux que Maël. Du coup, forcément, il y a 5 années en plus de parcours. Mais je vais aller à l'essentiel, parce que je pense que chaque étape de mon parcours professionnel, il y a, on va dire, un apprentissage où il y a des particularités qui font que, voilà. Donc je vais juste le survoler rapidement. On avait dit au début qu'on avait des similitudes dans le parcours. Ouais. Bah, j'ai fait un DUT technique de commercialisation comme Maël. Moi, c'est tout l'opposé. Par contre, j'ai détesté ça. J'ai vraiment pas passé un bon moment là-bas. J'étais pas à ma place, clairement. Je savais même pas pourquoi j'avais fait un DUT Tech de Co parce que je venais d'une filière scientifique. Mais je voulais faire médecin à la base et durant mon bac S, j'ai réalisé que je voulais pas Je faire médecin. savais même pas ça. Si à la base, je faisais S pour faire médecin, mais Et B. j'ai perdu. J'ai réalisé que j'avais aucun intérêt pour la science, pour ces choses-là. Ah. J'étais juste très bon en mathématiques. Donc, à la fin, je savais pas quoi faire. Ma mère avait fait un DUT technique de commercialisation. Mon frère a décidé de faire un DUT technique de commercialisation. Parce Ça fait pareil. qu'on était dans la même année. J'ai fait pareil, on l'a fait ensemble. On était dans la même classe. C'était cool pour ça, mais je me sentais pas du tout à ma place là-bas. Et c'est une bonne formation, on va pas se mentir, mais très globale. Mais je me sentais pas du tout à ma place. Dès que je l'ai fini, j'ai eu l'opportunité de bosser. J'avais envoyé un petit mail audacieux à un auto-entrepreneur que j'avais remarqué parce que j'avais déjà la vibe un peu entrepreneuriale à ce moment-là. Donc j'avais direct envoyé un mail à Laurent Chenot. Je lui avais demandé de m'aider, etc. Pour un stage à l'époque. C'était pour le dernier stage de ma deuxième année en DUT. Il avait accepté. L'IUT avait refusé, comme quoi, bon, enfin, bref, plein de problématiques, mais j'ai quand même forcé, je l'ai fait dans mon temps libre. C'était même pas un stage, c'était juste. Le mec était sympa, il m'a laissé intégrer vite fait l'équipe pour voir comment ça se passait, et au final, je me suis mis à mon compte après mon DUT. J'ai pas poursuivi mes études, et j'ai bossé 2 ans à mon compte avec lui, à faire des missions dans le marketing, etc. C'était génial. Après, j'ai tenté l'aventure solo pendant 1 an, en tentant vraiment de créer un business de A à Z depuis zéro, mais je me suis perdu dans plein de choses, j'avais plein de blocages, etc. Résultat des courses, je savais plus où j'en étais. Du coup, j'ai décidé de mettre fin à tout ce que j'avais lancé à ma société et de reprendre un parcours d'études. Donc là, j'avais 23 ans. J'ai décidé de bouger, de déménager d'un coup et de partir à Lille, où je rencontre plus tard Maël. Des années plus tard. Ouais, des années plus tard, 4 ans plus tard.
Et parcours d'informatique, j'ai fait ma licence en 2 ans, parce que en une année, j'ai fait un bac+2 d'informatique, puis j'ai fait ma licence en alternance. Et sauf que j'ai réalisé que je détestais ça aussi. Enfin, je détestais l'informatique. Je déteste tout simplement le salariat d'une certaine manière. C'est insupportable pour moi. Je peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui me dise quoi faire, comment le faire, etc. Que je trouve plus ou moins incompétent que moi, ou que je supporte pas sa manière de s'exprimer, etc. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai décidé de partir. Donc eux, ils ont accepté de me faire une rupture conventionnelle. T'as eu de la chance. Alors qu'ils m'avaient signé un contrat de 2 ans pour un master en alternance, ils me l'avaient signé. Je l'avais démarré depuis 15 jours et je leur ai dit que j'arrêtais. Ils ont été ultra sympas. Encore merci à toi, Guillaume. Et, euh, et voilà, du coup, ensuite, j'ai profité grâce à ça du chômage pendant quelques temps. J'en ai bien profité. Mais à ce moment-là, j'étais encore un peu. Je manquais de clairvoyance sur moi, de qui j'étais par rapport à ma volonté de me remettre dans l'entrepreneuriat, etc. J'avais beaucoup de doutes parce que vu que ma dernière expérience avec l'entrepreneuriat s'était mal passée, j'ai pas mal divergé durant ces quelques années de chômage. Et j'ai eu 1 an et 6 mois, 7 mois de chômage, je crois. Et Quand même, hein. ouais, mais ça passe très vite. Et au final, on pense qu'en se mettant au chômage, on va faire des choses, alors qu'en réalité, si vous n'avez pas de projet défini ou si vous n'êtes pas capable de vous autodiscipliner, vous allez souvent vous retrouver à rien faire plutôt qu'à créer quelque chose concrètement. Et du coup, j'ai dû reprendre un travail. J'avais pas du tout envie de reprendre un travail dans un bureau en tant que développeur. Je voulais un travail en fait où j'ai le droit d'en avoir rien à faire. C'est normal d'en avoir rien à foutre et qu'on n'attende rien de plus que moi. Et il y a un travail pour ça. C'est le McDo. Donc je suis parti là-bas. Au début, ça avait mal passé. Puis j'ai rencontré des gens sympas. J'ai sympathisé. Je me suis fait des potes. J'ai rencontré ma chérie. Ça s'est bien passé. Et puis au final, avec le temps qui passe, j'ai retrouvé la flamme de l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis remis dedans. Et depuis, avec les années, l'expérience accumulée et le fait de mieux me connaître, etc., bah, j'ai compris que j'étais fait 100% pour ça. Et du coup, j'utilise le mi-temps du McDo parce que je suis toujours au McDo. La seule chose que je veux, c'est avoir le plus de temps dans ma vie possible à consacrer à l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est ce que je compte faire toute ma vie jusqu'à gagner ma vie avec et pouvoir vivre selon ma vision des choses et ma philosophie. Voilà. Est-ce que tu penses que l'on devient entrepreneur ou qu'on est entrepreneur? Toi qui as connu les deux situations, où tu as été à ton compte, tu t'es lancé, etc. Puis là maintenant tu es de retour dans le salariat. Et puis là on fait des vidéos podcast. Oui, enfin après, là, on le fait pour le plaisir et à voir, Ah mais on le fait totalement pour le plaisir. à voir ce que ça donne. Mais c'est quand même un truc de... Là clairement t'es pas dans le salariat. Là c'est des activités qui sont Entrepreneurial. dans une vibe d'indépendant, même si c'est pour le kiff. En fait, je dirais que il y a un... T'as une fibre entrepreneuriale, déjà à Ouais. la base, et en plus, tu le deviens. Dans le sens où t'as beau avoir une petite fibre entrepreneuriale, à vouloir tout le temps faire des trucs, etc., quitte à carrément te lancer à ton compte sur un truc ou même 10 000, Mhm. euh, c'est pas parce que t'as la fibre que tu deviens entrepreneur. Il y Ouais. a tout un travail, il y a tout un... tu dois... Tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'autodiscipline. Ouais. Tu dois avoir ça, tu dois t'intéresser, tu dois persévérer, tu dois avoir de la force d'esprit, tu dois tout le temps te remettre en question. C'est pas quelque chose qui est inné. Tu vois, c'est un truc qui, moi, m'a aidé à comprendre que c'était en moi, le fait d'être Ouais. entrepreneuse, en règle générale. C'est que depuis toute petite, je suis curieuse, je suis têtue, j'aime faire les choses à ma manière. Ouais. Ça, c'est un truc, si tu ne m'expliques pas pourquoi je dois les faire comme toi tu me le dis de les faire, je le ferai pas. Je comprends pas. Alors pourquoi ta manière de faire serait mieux que la mienne? Ça, c'est encore aujourd'hui dans le salariat, c'est comme ça. Ouais, je suis Tu veux d'accord. que je fasse un truc d'une manière, tu m'expliques pourquoi. Sinon, il y a aucun intérêt. Je suis d'accord. Et moi, depuis toute petite, du coup, je faisais plein de choses, que ce soit... Tu veux te réinstaller, Minette? Ok, attends. Ça s'appelle Réa pour info. Ouais, j'ai l'impression que je suis devenue un peu son spot pour la sieste. Ouais, littéralement, elle préfère Maël à moi. C'est normal.
C'est... Quelle tristesse. Je sais même plus ce que je disais. À deux doigts de l'abandonner sur une aire d'autoroute. Je rigole, Réa. Enfin ouais, du coup, en gros, depuis toute petite, je fais plein de choses. Il y a quelques jours, on en discutait avec Maxime, il disait ouais, j'ai toujours été moyenne partout, que ce soit à l'école ou même dans ma vie en général. Je sais tout faire moyennement. J'ai pas une passion particulière, j'ai pas un truc. Je suis vraiment en mode... bah, j'ai déjà écrit des histoires, j'aime prendre des photos, j'aime lire, j'aime coudre, faire de la poterie, peindre, dessiner, de l'aquarelle, de la cuisine. J'aime tout quasiment, je suis curieuse d'absolument tout. Et du coup, je pense que rien que ça, t'as un peu ce truc d'entrepreneuse dans le sens où bah, tu entreprends des choses, tu sais, tu te contentes pas de ce qu'on te donne. Ouais, tu vas chercher les trucs. Tu considères donc que on est entrepreneur. On a une fibre, après il faut la nourrir et il faut l'aiguiller. Et en gros, c'est parce qu'on est entrepreneur qu'on va le devenir. Exactement. Et tu vois, par exemple, si je peux prendre mon exemple, j'ai vécu l'expérience de l'entrepreneuriat pendant 1 an. Ouais. J'ai adoré ça, mais comme je me suis pas forcément écoutée, ouais. Et j'en suis arrivée à un point où en fait, j'écoutais pas ma tête qui me disait de ralentir, donc mon corps a pris le dessus et j'étais tout le temps malade, c'était horrible. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais, et en fait... Et tu dois prioriser... Comme je suis quelqu'un de têtu et qui aime aller au bout des choses, j'étais en mode, il est hors de question que je lâche, je veux réussir. Et évidemment, c'est au moment où je commence à faire des devis, à avoir des rendez-vous, des demandes de rendez-vous et ainsi de suite, que mon corps il s'est dit, allez Maëlle, stop, là c'est fini. Et aujourd'hui, je suis dans le salariat, j'ai totalement arrêté mon entreprise, parce qu'en fait, je me suis déjà demandé si je voulais retourner dedans, enfin dans la communication ou autre. Mais alors que j'adore la communication, c'est comme si je m'étais un peu dégoûtée du truc. Parce que je suis allée dans des extrêmes. Parce que tu t'es pas écoutée. Ouais, je suis allée dans des extrêmes. Et du coup, ça m'a un peu dégoûtée. En gros, tu t'es dégoûtée de l'entrepreneuriat parce que c'était ta première expérience. Ouais. Tu découvrais plein de choses. Tu l'as fait avec en même temps un travail à mi-temps à côté. Plus, mine de rien, notre relation aussi à gérer. Bah oui, parce que du coup, j'ai dû parce me laisser du temps à nous aussi. Oui, voilà. Parce que du coup, t'es quand même obligé. Et ça, bon, il y a beaucoup de gens... Souvent, l'entrepreneur, quand il se lance, il va être seul. Ou l'entrepreneuse, ils vont être seuls. Mais se lancer quand t'es en couple, ou j'en parle même pas quand t'as une famille avec des enfants, etc., ça demande une gestion du temps et de ton énergie qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde. Ouais. Et tu dois super bien gérer tes tâches et tes priorités, sauf que quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu sais rien. Ah ouais, non, tu sais rien du tout. Tu vas tout apprendre sur le tas, Ouais. tu vas découvrir que tu vas passer 1000 ans sur des actions qui au final elles sont même pas si pertinentes que ça. Ouais, il y a des fois où tu perds du temps. Ou même, moi à la base, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, je me suis dit, vas-y, dans 4 mois c'est bon, je suis lancée et tout. MDR. Mais MDR, ça m'a pris le double du temps parce que ça prend une éternité. Alors je sais qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai traîné, enfin, j'y ai consacré du temps alors que c'était pas la priorité. Mais j'aimais bien, donc c'est pas grave. Mais tu vois, par exemple, du coup j'ai vécu l'entrepreneuriat. Je sais que j'ai une fibre comme ça, à la preuve là on est en train de faire un podcast ou un truc cool, tu vois, et on va voir ce que ça donne et je me mets pas de pression parce que j'ai plus envie de me mettre de pression. Quand j'avais fait mon entreprise, j'avais ce truc de j'ai envie à la suite de cette entreprise, le résultat, d'avoir réussi professionnellement, d'avoir ce truc de, tu sais, dans ce déclic dans ma tête en mode professionnellement là, je suis bien, j'ai réussi. Sauf que avec le temps et avec ce qui est arrivé aussi, je pense que c'est un mal pour un bien, je me suis rendu compte que ma priorité, c'était pas du tout de réussir professionnellement, c'était d'être épanouie dans ma vie personnelle. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, il y a un peu tout qui se chamboule. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'être dans le salariat. Parce qu'en plus, j'ai une bonne situation. Ouais. Tu vois, je serais dans une entreprise de merde avec des patrons de merde, avec des collègues de merde, avec des conditions de travail de merde, aucune reconnaissance ou quoi que ce soit.
bah non, je suis désolée, non, enfin, je serais pas heureuse. Ouais, normal. Mais là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une entreprise où tout se passe très bien, je m'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec, bon, j'allais dire la hiérarchie, je la vois pas trop, mais C'est j'aime con, bien mais c'est j'aime bien mon c'est le travail. plus important. J'ai des bonnes conditions de travail parce que c'est un gros groupe français, donc à partir de là, tu sais, t'as des petits avantages supplémentaires comparés aux franchises. Ouais. Et donc, j'ai un peu ce truc de bah, tant que je suis bien dans ma vie perso, ok. Et s'il y a une opportunité qui se présente, que ce soit dans l'entreprise elle-même, donc je sais pas, de monter manageuse, ou qu'il y ait une opportunité à l'extérieur du. Tu sais, je sais pas, je connais quelqu'un qui cherche un community manager ou un truc en CDI ou autre, et que ça m'intéresse, bah, je la saisirai l'opportunité. Sûrement. Je sais pas forcément ce que je veux. Parce qu'honnêtement, je vous le dis, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas ce que je ferai dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans une situation qui me convient. Est-ce que ça sera encore le cas dans 6 mois? J'en sais rien. Franchement. Et il y a des moments où ça me fait peur. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast, enfin cette vidéo, parce que j'étais en mode, ok, faut qu'on en discute. Mais j'essaie de lâcher prise et de me dire, le jour où une opportunité se présente à moi et qu'elle m'intéresse, je la saisirai. Ou je la saisirai pas et je verrai. Mais en gros, je suis un peu plus dans ce truc de la réussite professionnelle. Tu t'es rendu compte que c'était pas ta priorité dans la vie. Ta priorité, c'est de te sentir bien dans le perso, dans la vie au quotidien. Donc, vis un peu avec le flow, comme tu dis. Mhm. Et saisis les opportunités quand elles se présentent et tu verras bien où ça te mène. En fait, je repense à la question du départ et je me dis, ce qu'on disait, c'était oui, s'il y a une fibre entrepreneuriale, mais c'est pas parce que tu as la fibre que tu vas forcément devenir entrepreneur. Ouais. Et puis, ensuite, même quand tu as la fibre et que tu décides de devenir entrepreneur, il y a plein de manières de se planter. Et il y a plein de manières que ça te coûte plein d'énergie, etc. Parce que quand tu te lances et que tu ne sais pas comment faire, bah, tu vas prendre une formation, mais la formation, elle va te donner les compétences souvent techniques. Mais ça va pas te garantir une réussite. Bah non, parce Et que c'est une question de prioriser tes actions. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, je trouve moi, que... je me suis planté plein de fois, du coup, j'ai compris plein de choses sur le sujet. Ouais. Mais du coup, il y a le truc de l'entreprise. C'est pour ça que je dis que moi, contrairement à toi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin non, tu penses aussi pareil, mais moi, je pense vraiment que c'est... En mode, tu nais entrepreneur, et si tu le deviens... C'est que tu fais ce qu'il faut pour. C'est que tu fais ce qu'il faut pour, mais en fait, t'es obligé de faire ce qu'il faut pour. Parce que tu supportes tellement pas le salariat sur le long terme que tu vas, même si tu as foiré ton expérience entrepreneuriale, il y a un moment tu vas y retourner. C'est soit tu supportes pas le salariat, soit ton envie de liberté, entre guillemets, est Ouais. grande. Mais il faut pas oublier... Mais du coup, c'est un truc qui est en toi, ça. Ok, tu vois, il y a cette différence entre... quand t'es salarié, ok, c'est super, t'as la sécurité de l'emploi, tu sais que tu vas tout le temps avoir ton salaire à la fin du mois, surtout si t'es en CDI. Tu vas peut-être avoir des avantages comme des primes ou t'as tes congés payés, ou quand t'es malade, tu te mets en arrêt et tu vas quand même avoir un petit peu de sous, etc. En gros, c'est la sécurité. Ouais. Mais il faut pas oublier que même si avec l'entrepreneuriat, t'es libre, parce que tu gères tout comme tu veux, t'as la pression de... si tu taffes pas suffisamment ou que tu trouves pas des clients ou peu importe ton business, si tu génères pas d'argent ce mois-ci, tu pourras pas te payer. Ouais. Et en plus, t'as l'URSSAF et t'as toutes les charges et tu dois t'auto-motiver. Enfin, en gros, il y a... En gros, l'entrepreneuriat, ce que la personne auquel souvent les personnes ne pensent pas quand elles Ouais. se lancent, c'est que même quand tu commences à générer de l'argent, rien ne garantit que ça va durer dans le temps. Et puis même, enfin, ouais... Tu peux avoir un problème de santé là, qui c'est t'empêche mort. de travailler. Du coup, tu génères plus de revenus. Sauf que vu que tu es auto-entrepreneur, t'as aucune sécurité. T'as pas de sécurité de l'emploi comme t'as en CDI. Ouais. Et Tu travailles pas, t'as pas d'argent. c'est Et pour même ça. si tu travailles, t'es pas sûr d'en Ouais, avoir. mais c'est pour ça que... Et c'est extrêmement dur de faire les deux en même temps, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure solution. De quoi? D'avoir un travail à côté en même temps que tu te lances. Et que tant Ou que alors t'as pas d'avoir, mis quelque chose en place qui tourne,
tu ne quittes pas ton travail à mi-temps. Parce que c'est pas parce que tu commences à avoir des revenus. Moi, j'ai déjà eu des revenus avec le travail à mi-temps McDo à côté. Ouais. Mais j'ai pas réussi à les pérenniser. Et ça, c'est encore autre chose. C'est une chose d'avoir 1000 euros de revenus un mois. Mais c'en est une autre de réussir à les avoir en récurrent et d'avoir la garantie que tu vas les avoir et ensuite d'avoir un peu d'argent de côté suffisamment pour te permettre de voir les mois venir si jamais tu es malade et que tu peux plus faire ton travail. Et malgré tout ça, en plus, si jamais tu es dans la production de contenu ou peu importe le domaine, si tu tombes malade, imaginons que tu n'étais pas là pendant un mois, 2 mois, il faut que tu reviennes et il faut que tu réussisses à redémarrer un peu ta machine, ton business. Ouais. Et il faut que tu aies toujours la force d'esprit aussi de le voilà, faire. il faut que tu aies la grinta, il faut que tu aies toujours la détermination, la fin d'aller jusqu'au bout, etc. Et c'est vraiment, au final, l'entrepreneuriat, j'ai plus l'impression que c'est des barrières mentales, une manière de gérer son énergie, son focus, etc. et de prioriser les actions et tout. Tu sais, on est son propre ennemi. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est les compétences techniques, c'est ce qu'il y a de moins important au final dans l'entrepreneuriat. Et c'est tout le reste à côté qui est plus important. En fait, les compétences techniques, tu vas les avoir à force de faire des erreurs, à force de voir ce que les autres font, à force d'expérimenter. Non, ouais, et puis même, tu peux... Ouais, exactement. Alors que le travail que tu vas faire sur toi-même, ça, il faut avoir la capacité de le faire. Quoi. Il y en a qui ne le font pas. Et tu vois, je trouve que aujourd'hui, avec tous les réseaux, principalement la création de contenu, etc. C'est magique. C'est trop magique. Ouais, mais là, je veux plus parler du côté un peu sombre qu'on oublie. Ouais. C'est que, ok, c'est super, il suffit juste, entre guillemets, de faire du contenu, de le publier et de faire des vues. Et à force de cumuler des vues, etc., tu vas engager je parle d'engagement, de fidélité. Tu vas engager des gens qui vont commencer à te suivre, à suivre ce que tu vas faire, et des revenus vont finir par apparaître si tu continues. Mais faut pas oublier que aujourd'hui, il y a tellement de choses sur les réseaux qui apparaissent, il y a tellement de personnes qui se lancent sur les réseaux, ça donne envie à d'autres qui l'ont pas encore fait, et du coup t'en as encore plus qui se lancent, mais sans avoir aucune connaissance de ce que ça implique. Juste le truc de « Ah vas-y, j'ai vu telle personne se lancer sur TikTok par exemple, et faire ça, j'ai envie de faire pareil, c'est cool. » Bah vas-y si tu veux, hein, mais si ton idée c'est juste ça, et que tu vois pas plus loin, tu vas finir par te planter parce que bah t'es pas prêt. Ouais. Psychologiquement t'es pas prêt. Après moi j'ai ce truc de je suis très carré dans tout ce que je fais et c'est important pour moi. Si c'est pas cadré, si j'ai pas conscience de ce que je fais, que je comprends pas ce que je fais. Est-ce qu'on peut parler de perfectionnisme ou pas ? Je sais que je le suis, mais je sais que je le suis beaucoup moins depuis quelques années. Parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé. Ton expérience entrepreneuriale aussi t'a fait prendre du recul sur tout ça. Hein. Ouais, parce qu'en fait, même si j'aime que les choses soient très très bien faites, j'ai aussi ce truc de... j'ai envie que ça avance et je vais pas me laisser... je vais pas me laisser gâcher le truc uniquement parce que j'ai envie que ce soit un peu mieux que ce que c'était. Genre, à un moment donné, faut foncer, quoi. Je suis d'accord. Faut avancer et... Enfin bref, voilà. Ok, bah je pense que du coup on est d'accord pour dire que l'entrepreneuriat c'est tellement difficile qu'en fait si t'es pas né, tu deviens pas... En vrai tu deviens pas entrepreneur, tu l'es déjà. Et c'est juste parce que t'as ce truc en toi qui fait que ce besoin de liberté... En fait ça dépend le prisme que tu prends, mais t'as un besoin de liberté où tu supportes pas la contrainte, ou enfin, c'est la même chose quasiment, mais il y a un truc qui fait que malgré les échecs, t'auras toujours ce truc en toi d'y retourner. Alors ça peut arriver d'abandonner durant des périodes. Moi ça m'est arrivé et même de coup, tu t'en dégoûtes tellement que tu ne veux plus en entendre parler. Mais toi par exemple, t'es dans l'entrepreneuriat depuis dès que t'as quitté le DUT en réalité. Ouais. Dès que t'as fini tes études, mais t'as fait plein de choses. Et c'est pas forcément pour autant que t'as trouvé ta voie. J'ai fait des choses qui ont fonctionné et d'autres qui ont beaucoup moins fonctionné. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire un peu tout ce que t'as testé de faire? Pas quasi. Beaucoup de choses. En fait, je veux souligner le fait que c'est pas parce que tu veux devenir entrepreneur que c'est facile de trouver le domaine dans lequel tu vas aller. J'ai fait le freelance dans du freelance marketing. Ouais. En gros, j'accompagnais des gens sur les questions de marketing, etc., qui achetaient une formation sur le marketing et je les coachais. J'ai fait du coaching.
pareil sur développer des business, etc. J'ai fait du dropshipping avec AliExpress où je vendais des produits de merde, mais j'ai vite arrêté parce que je détestais ça, éthiquement parlant. En plus, tu générais des revenus avec ça. Dès que je commençais à générer des revenus, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je savais que je vendais des produits de mauvaise qualité. Ouais, c'est l'éthique qui t'a... Ouais, et en fait, moi j'avais un raisonnement tout bête, et je l'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça que je fais pas du dropshipping, c'est que si la personne peut acheter directement le produit parce qu'il y a déjà une plateforme en place qui le propose, bah pourquoi je vais vendre 20 fois plus cher le produit qu'elle pourrait acheter elle-même à cet endroit-là, quoi. En fait, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est des amis, ils voulaient m'aider dans mon business, ils voulaient m'encourager, ils voulaient acheter sur ma boutique. Bah, ce que moi je leur disais, bah non, achète pas sur la boutique, ça coûte 20 fois plus cher que si tu l'achetais à tel endroit. À tel endroit. Va chez mon concurrent. Mais c'est même pas le concurrent, c'est comme si Amazon il vendait le produit dit 20 fois moins cher et je te disais achète-le chez moi 20 fois plus cher, tu vois, genre. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai fait du print on demand, donc en dropshipping, c'est-à-dire que tu fais une marque de vêtements. Et j'avais créé ma marque de vêtements, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense de percer dans le monde de la marque de vêtements. Il faut vraiment être passionné. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, je voulais juste faire un peu d'argent. Et c'est une mauvaise idée de se lancer dedans. C'est beaucoup plus malin d'abord créer une audience. Voilà, tiens, une leçon. Créez d'abord votre audience, puis ensuite lancer votre marque de vêtements. Ça marchera bien mieux. Ce sera beaucoup plus facile. J'ai fait de la crypto. Avec du succès. J'ai commencé à me faire 2000-3000 euros. Pour ensuite, je pensais que je maîtrisais de fou, du coup j'ai pas suivi les règles de bonne pratique et j'ai perdu tous mes sous que j'avais mis dessus. Enfin, j'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu 80%. J'ai perdu 80% de ce que j'avais mis. Alors qu'à la base, j'étais à plus de 2000 euros de bénéfice. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup parce que mine de rien, certes, ça m'a coûté cher cette erreur, mais ça m'a permis j'ai fait beaucoup de tests et j'ai appris beaucoup de choses sur ce domaine-là. En gros, j'ai testé plein de choses. J'ai fait du développement web, donc j'ai fait du... Je suis en train de réfléchir à tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait la création de contenu, ouais, que je fais toujours maintenant. Et vu que je le fais depuis plusieurs années, je commence à avoir des petits résultats qui sont encourageants. Donc ça me fait plaisir. Mais même dans la création de contenu, tu... Non, j'ai pas été régulier. Oui, mais est-ce que... t'as testé plusieurs choses dans la création de contenu, t'as testé plusieurs domaines. Ouais, je continue de tester plusieurs domaines. Et tu continues de tester plusieurs domaines. Parce qu'en fait, avec le temps, la seule vérité vraiment que j'ai compris, c'est que la seule chose qui compte, c'est de tester les choses. En gros, tu peux te dire ce que tu veux dans ta tête, etc. Mais ça reste dans ta tête et ça devient réel uniquement. Le seul moyen de savoir si c'est fait pour toi et si ça te correspond, c'est de le tester dans le monde réel, de te confronter un peu à la réalité, de lancer le business et tu vois comment tu te sens, ce que ça te fait de faire ça tous les jours, etc. Et c'est avec ces retours que tu vas pouvoir savoir si tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton domaine, etc. Et clairement, depuis ce moment-là, je fais que ça. Et ça me permet d'affiner une sorte d'entonnoir en fait avec le temps et j'affine de plus en plus et là j'arrive en mode ok, ça j'ai testé, j'ai pas envie, ça j'ai testé, j'aime bien mais pas ça me correspond pas, etc. Puis en testant d'autres choses tu réalises que la chose que tu avais testée avant, bah au final c'était pas si mal que ça au final. Et puis tu commences à avoir avec le temps qui a passé, tu as vu que tu avais fait des résultats, donc ça t'encourage à y retourner, puis etc. Puis au bout d'un moment tu repars parce qu'en fait tu refais des erreurs à chaque fois dont personne ne parle et il y a des gens qui ont la chance de réussir tout de suite et que ça fonctionne sur le long terme. Il y a des gens qui réussissent tout de suite et qui d'un coup ensuite ça marche plus. Moi ça a été mon cas. Parce que moi les 2 premières années de l'entrepreneuriat, je gagnais entre 1500 et 3000 euros net. Donc ça marchait très bien pour moi. Et ensuite en essayant d'autres choses, là ça marchait plus. Donc parce que le premier business me correspondait plus. Mais du coup il y a ce côté... il faut trouver sa voie, il faut pas arrêter de se confronter au réel jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour soi. Et naturellement, le seul moyen de pas réussir, c'est d'arrêter, d'abandonner leur vie. Après, il y a quelque chose qui rentre en compte énormément, et je pense que ça, on pourra en parler pour un autre podcast qui sera peut-être un peu plus court quand même, parce que lui, on parle bien. Mais lui, il est parti dans tous les sens. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le premier, on s'en fout. Exactement. C'est le regard des autres, de sa famille, de ses amis. Bah, c'est ce que j'ai failli dire à un moment là. Énorme. Ouais, j'allais dire l'incompréhension. En fait, il y a la difficulté, t'as dit, il suffit de pas abandonner, alors que t'as de la pression, et que c'est lourd, la charge. Mais il y a aussi, du coup, plus tu n'abandonnes pas dans le temps et tu n'as pas les résultats escomptés, plus le regard des autres peut devenir pesant. Ouais. T'as un peu le truc de putain, il est encore en train d'essayer son truc alors que ça fonctionne pas. C'est quand est-ce qu'il va se réveiller et qu'il va aller chercher un CDI?
Quand est-ce qu'il va aller chercher un taf stable? Alors, sauf qu'en réalité, le jour où tu réussiras, ce sera l'inverse. Ce sera, ils sont tous derrière ton dos en mode trop bien. Même si j'ai réussi dans 5 ans, là j'ai 28 ans, si j'ai réussi à 33 ans, de trouver un truc et que je génère des revenus, etc. Bah, si j'ai réussi à 33 ans de développer de mettre quelque chose en place que j'aime, où je me sens bien épanoui et où j'ai un revenu toute ma vie avec, bah là les gens, ces mêmes gens qui me critiquaient, ces mêmes proches qui me critiquaient, enfin ils me critiquent pas mais qui se soucient pour toi, qui sont du souci, bah d'un coup ils vont changer de perspective sur toi. Et ils viendront limite te demander des conseils parce qu'ils se diront ah bah moi aussi j'ai envie de faire ça mais j'ose pas trop, etc. C'est la même chose. Ouais. On parlera de tout ça. Ouais, mais c'est vrai que la pression de la famille, le regard des autres et tout... famille, amis. C'est une dinguerie le regard des autres. Et c'est même le plus gros... La plus grosse pression. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu te gères. Même si des fois, c'est pas évident, tu te gères. Par contre, la pression que tu peux ressentir, même s'ils disent rien... Dans le regard, tu le vois. Dans le regard, dans leur truc de... Et du coup, t'es toujours à tel endroit? Ou tu fais toujours tes trucs? Ouais. Ah, et t'en es où? Et tu sais, ça dit rien de plus. Quand je faisais mon entreprise, dès que j'avais mes proches au téléphone, je sentais qu'ils savaient pas trop, parce que personne n'est dans l'entrepreneuriat dans ma famille, ils étaient un peu à tâtons en mode de... Et du coup, ton entreprise, ça donne quoi? T'as des clients? Et donc j'explique un peu comment ça se passe et j'essaie de les éduquer entre guillemets en mode ok bah ça fonctionne comme ça donc non moi j'en suis à ce stade là mais à chaque fois que j'ai les au téléphone c'est ça c'est du coup toujours au McDo? Bah oui toujours au McDo oui en quoi c'est un problème? Enfin tu vois il y a bref on en parlera pour une vidéo en fait et c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat tu nais avec parce que j'ai fait l'erreur une fois d'écouter les gens de ma famille. Moi, je l'ai fait pendant quelques années. Et c'est le moment où j'ai arrêté l'entrepreneuriat parce que j'ai pas réussi pendant 1 an. Tu sais, j'avais réussi 2 années en freelance. J'ai tenté un truc solo avec du dropshipping, avec la marque de vêtements, etc. Ça n'a pas marché parce que je me suis perdu en fait, ça me correspondait pas du tout. Sauf qu'à ce moment-là, je le comprenais pas. Et j'étais juste perdu. J'ai décidé de choisir la voie de la sécurité, d'écouter ma famille, de faire des études en informatique qui me débloqueraient un CDI tranquille. Et quand je suis arrivé en master, j'ai trouvé mon master, j'ai trouvé mon alternance, je l'ai signé. Et j'ai arrêté parce que j'avais pris 10 kilos. J'étais en vrai un peu au bord de la dépression quand même si même je l'étais. J'ai pas envie de donner des détails pour l'instant, mais je les donnerai certainement un jour, mais de faits factuels qui montrent que j'étais dedans. Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais en dépression parce que comme ça, c'est la meilleure manière de s'en sortir plus facilement, je trouve. Chacun sa manière de gérer, exactement. Mais moi, du coup, je le reconnaissais pas. Et le fait de pas m'être écouté, d'être parti sur une voie de sécurité, ça m'a bousillé. Mentalement, ça m'a bousillé. Physiquement, ça m'a bousillé. Ma santé, ça l'a bousillé. Parce que ça te correspond pas. Et je suis 100 fois plus heureux en travaillant au McDo, en faisant 24 heures mi-temps, et en pouvant, du coup, en ayant le plus de temps possible pour développer des choses à côté et tenter des choses qui m'épanouissent, que de devoir m'investir 35 heures dans un travail de bureau où je gagnerais bien même ma vie, mais où je serais mort de l'intérieur, en fait. Parce que pour moi, c'est ça mon ressenti, c'est que ça me tue de l'intérieur. Ma conclusion, suivez votre instinct, écoutez pas les autres, vous en avez rien à faire. Même si c'est votre famille, etc., ils sont pas à votre place, ils peuvent pas savoir à votre place ce que vous avez envie de faire ou non. Et même si vous avez envie de faire un truc, un job, ou de la création de contenu, un truc entrepreneurial, peu importe, qui à vos yeux a un sens, que vous avez envie de tester juste pour voir ce que ça donne, mais que à côté vos proches sont en mode mais non mais ça c'est ridicule ou ça c'est un sous-métier ou parce qu'on a beau dire ouais il y a pas de sous-métier, honnêtement avec les anciennes générations et même encore aujourd'hui en fonction quand tu dis ce que tu fais comme job, il y en a qui te regardent mal, il y en a qui te jugent et tout. Détache-toi de ça, teste, t'es le seul à savoir ce que tu veux faire et ce que t'as envie de tester. Et c'est pas parce que tu vas faire un truc pendant 3 mois, 5 ans ou même 10 ans que c'est ce que tu feras encore quand tu seras à la retraite. C'est limite pas triste de se dire que tu vas faire ça toute ta vie si c'est ce qui te plaît, mais je pense que la vie est assez courte pour prioriser le fait d'essayer plein de choses si t'en as l'opportunité.
Ouais, ma conclusion beaucoup plus courte. Ça fait 10 000 conclusions. Ouais, mais on s'en fout. Ma conclusion, c'est que peu importe ce que ta famille ou les gens qui t'aiment autour de toi ou ce que les gens te disent, c'est toi qui vas te lever chaque matin et qui va devoir aller travailler. Ouais. Donc c'est pas eux. Donc choisis un truc que t'aimes faire parce que sinon, ça va être horrible. Ouais, peu importe ce que c'est, fais ce que t'as envie. Exactement. Bon allez. On s'arrête là ? Ouais. Ciao ciao, bye bye. Oh là, j'aime tellement pas cette manière de dire. C'est que je suis sorti du cadre en plus. N'hésitez pas à témoigner de vous, votre parcours de vie, ce que même où vous en êtes aujourd'hui, les questions que vous vous posez ou autres, parce qu'en fait, c'est de par les témoignages de plein de personnes qu'on apprend aussi de nous-mêmes et qu'on avance, et c'est le but de cette vidéo, de ce podcast. Et limite, si vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier la prochaine fois, n'hésitez pas, parce que vous voyez qu'on a, de par notre âge, notre expérience, etc., on a des vécus un peu différents et similaires, enfin bref. On attend vos retours. Des bisous. Salut!